Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis un peu stressé parce que c'est un sujet qui est quand même intense, qui est pas anodin, qui touche beaucoup de monde. Je suis particulièrement concerné du coup par le sujet, c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous en parler. Avant de commencer, j'aimerais vous demander combien d'entre vous sont déjà partis en van ou vivent déjà actuellement en van aménagé ou en véhicule aménagé tout court. Ouais, quand même. Ok. Et combien comptent le faire? Ou c'est en projet, c'est en réflexion et vous comptez partir? Ok. Ok, quand même. Trop chouette. Je vous demande ça parce que moi, je vis complètement dans mon fourgon depuis maintenant presque 4 ans. Du coup, c'est pas vraiment comparable à juste partir en vacances. Donc le thème, c'est la santé mentale en voyage, mais ça va surtout être en van aménagé quand on habite dedans. Donc il y a à la fois du voyage et à la fois juste on vit au jour le jour sans forcément avoir des destinations super exotiques. Ça peut avoir un impact réel sur la santé mentale sur le long terme, parce que c'est un mode de vie qui est quand même atypique. On n'a pas les mêmes repères que dans la vie entre guillemets plus classique. Et du coup, c'est de tout ça que je vais vous parler aujourd'hui. J'ai envie de commencer avec une petite histoire. Quand j'ai pris la décision de partir vivre en van et que je l'ai annoncé à mes employeurs, la patronne de la compagnie théâtre pour qui je bossais, elle m'a posé une question à laquelle je m'attendais pas. Elle m'a demandé « Est-ce que tu fuis quelque chose, ta vie actuelle, ou bien est-ce que c'est une envie profonde ?» Je m'attendais pas du tout à cette question. J'ai été pris de court et en fait, je lui ai juste répondu non, c'est une envie profonde, je le sens bien. » Et avec le recul aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait j'avais un doute parce que à ce moment-là, j'avais un inconfort. Donc moi, le sujet de la santé mentale, c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps, au moins depuis l'adolescence, si pas même avant. C'est un combat qui est encore là aujourd'hui. C'est pas totalement parti, ça va, ça vient. Et j'ai envie d'en parler parce que même en 2025, ça reste un sujet encore un peu tabou. On en parle de plus en plus. Moi, je suis pas psy, je suis pas un expert de la santé mentale, je suis pas expert, je suis pas coach. J'ai juste mon histoire à moi à raconter. J'y suis confronté tous les jours. Et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se reconnaître dans des choses que je vais dire. Le but, c'est de libérer la parole autour de ça. C'est pas de dramatiser, donc c'est un sujet qui est quand même fort lourd. J'ai pas envie d'en faire des caisses et en même temps, j'ai pas envie de minimiser non plus parce que ce sont des choses qui sont importantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de santé mentale, de solitude. C'est un sujet qui touche beaucoup de monde en van. De perte de sens, de dépression, évidemment. Mais je vais aussi parler de reconnexion, de lien, de retour à soi. Et je vais essayer d'être le plus transparent possible. C'est des choses très intimes. Donc, en préparant, il y a des choses, je me dis, est-ce que ça, je peux en parler? Est-ce que je peux pas en parler? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que ce sont des choses dont on peut parler librement comme ça? Donc, je suis très stressé par rapport à ça. Je vais vous demander un petit peu d'indulgence. Et je pense aussi que ça va me faire du bien d'en parler, le fait d'extérioriser ce genre de choses, de le rendre concret. Et je pense aussi que j'aurais aimé entendre, moi, à l'époque, des choses que j'avais pas encore identifiées à ce moment-là, qu'aujourd'hui je peux identifier avec le recul. J'avais envie de continuer avec un petit exercice dont on n'a pas forcément l'habitude de faire. Si vous voulez, vous pouvez juste fermer les yeux 30 secondes et juste prendre conscience de comment est-ce que vous vous sentez là maintenant, quelles émotions vous avez, est-ce que vous avez des attentes par rapport au festival, par rapport à la conférence, est-ce que vous êtes triste, est-ce que vous êtes plutôt joyeux? Pour moi, c'est des choses importantes à identifier parce qu'en fait, on n'a pas forcément l'habitude de faire ça. On a plutôt l'habitude de mettre ça de côté, de paraître fort. On se coupe de ça, on se juge. Alors qu'au contraire, le fait de s'autoriser à ressentir, ça permet de mieux se connaître, de savoir comment on fonctionne. Et du coup, ça permet aussi de prendre de meilleures décisions parce qu'on est beaucoup plus en mesure de dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. La conférence, elle va être divisée en 2 parties. Je vais dans un premier temps raconter mon parcours par rapport à tout ça. Et dans un deuxième temps, je vais venir avec des aspects plus théoriques, avec plutôt des concepts qui peuvent s'adapter à la plupart des gens. Faut pas prendre au pied de la lettre ce que je dis, c'est pas, tout n'est pas binaire, donc c'est vraiment en fonction des gens, vous prenez vraiment ce que vous voulez en fonction de comment ça vous parle. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans à Bruxelles. J'étais régisseur de spectacle spécialisé en lumière. Donc j'étais en freelance, je gagnais plutôt bien ma vie, c'était très confortable. Je bossais avec des équipes, ça se passait super bien. Et en même temps, j'avais un vide intérieur qui était quand même présent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dépendant du regard des autres. Ma seule motivation pour travailler, pour bien travailler, c'était d'avoir des retours positifs. Et je me nourrissais de ça. Ça veut dire que quand j'avais pas ça, j'allais pas bien. Et quand j'étais en période de off, que je travaillais pas, tout à coup, j'avais plus rien, je n'étais plus nourri par quoi que ce soit et je me sentais super vide. Je pouvais passer des jours sans sortir quand je travaillais pas, je pouvais me renfermer par réflexe parce que c'est ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire. Et je me disais que j'étais introverti, que j'étais fatigué, que j'avais des coups de mou. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en plein burn-out, que ça me grignotait petit à petit et que je m'étais jamais réellement arrêté. Et pour moi, le burn-out, c'est un signe très fort que quelque chose est déséquilibré dans notre vie.
et que ça peut avoir du coup un impact sur la santé mentale. Et dans mon cas, j'avais déjà une prédisposition à ça, ce qui fait que je suis facilement sujet au burn-out. Après, il s'est passé un truc dont on est tous au courant, il y a eu le Covid, il y a tout qui s'est arrêté du jour au lendemain. Un peu égoïstement, j'ai vécu ma meilleure vie à ce moment-là parce que j'étais autorisé à juste ne rien faire, alors qu'il y avait les autres, les collègues qui étaient là en mode oui, la culture c'est essentiel, il y avait ce truc de essentiel, pas essentiel, nous on veut se battre pour la culture et tout ça. Moi j'étais en mode non les gars, en fait c'est cool, ça fait du bien que tout s'arrête. Et c'est à ce moment-là que, en plein confinement, j'ai découvert une vidéo de Florent Conti de Ma vie en van. Peut-être que certains connaissent. La première vidéo que j'ai vue de lui, c'était Déménager dans un camion. Donc c'est un film qui dure presque 4 heures. Il vide son appartement pour emménager dans un camping-car qu'il vient d'acheter. Et il fait le tour du Canada et des États-Unis. Et quand je suis tombé là-dessus, en fait, ça m'a fasciné. Je connaissais pas du tout le concept. Et je me suis dit que c'était un truc qui pourrait vraiment bien me convenir. À ce moment-là, je me posais pas la question de est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire et qui me plaît juste par le principe. Cela dit, la décision a été très facile à prendre et 6 mois plus tard, j'ai acheté mon Ducato. Ça va bientôt faire 5 ans que je l'ai. Je me suis éclaté. Je passais des nuits blanches sur YouTube à comment bricoler, comment faire l'électricité, comment faire un aménagement et tout ça. Et donc, je me suis pris de passion. Je l'ai construit pour 2, au cas où, entre-temps, je rencontrais quelqu'un. Essentiellement pour pouvoir le revendre facilement à un couple, parce que ça a toujours une plus-value s'il est déjà optimisé pour 2. Et j'ai fini par rencontrer Karen, qui a été une femme très importante pour moi dans ma vie. Et c'est marrant parce que 3 mois avant, je disais ça au sujet des relations amoureuses. Je me verrais pas avoir quelqu'un H24 dans mon camion. Et après, c'est pas aussi parce que tu l'as fait solo? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu fais ton projet à 2, direct de base, Ouais, ça change la donne, ouais. Mais là, maintenant qu'on l'a fait solo, est-ce que tu vois? Mais je vais dire, même faire l'aménagement avec quelqu'un, je sais pas si j'aurais pu. Moi, je suis chiant, je suis ultra contrôlant sur tellement de choses et surtout sur les trucs qui sont un peu mon domaine, que ce soit filmer ou que ce soit bricoler ou quoi. J'ai énormément de mal à faire confiance, sauf si la personne est aussi ultra calée là-dedans. Alors là, je peux déléguer, je peux faire confiance. Bref, après le truc ça dure 2 heures, donc ça peut durer longtemps. Donc ça, c'est un podcast qu'on a fait avec Miari et avec Jason. Donc c'était pendant l'aménagement. Donc j'étais pas encore vraiment parti, j'avais pas encore l'expérience de la vie en van. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la version complète sur YouTube. Et donc finalement, 3 mois après que j'ai dit ça, Karen elle a emménagé dans le van et on a décidé de vivre en van tous les deux. Ça a été très rapide. Ça a été ma plus belle relation dans ma vie, ça c'est certain. J'ai appris énormément de choses grâce à elle et j'ai appris énormément de choses sur moi. Et du coup, seul ou à 2, on a beaucoup voyagé. On a fait l'Écosse pendant 4 mois. On a fait la Suisse, les Dolomites, beaucoup la France, un petit peu la Belgique, parce qu'on a vite fait le tour. Un petit peu l'Espagne. À ce moment-là, je disais que je vivais ma meilleure vie parce que c'était nouveau, il y avait une excitation d'apprendre plein de choses et puis c'est le début d'un projet qui est quand même conséquent. Puis il y a l'amour naissant aussi, mine de rien, c'est stimulant. Et donc temporairement, j'étais un peu dans une bulle et oui, j'étais en train de vivre ma meilleure vie. Et puis progressivement, il y a un peu tout ce truc de la santé mentale, la déprime qui regrignotait un petit peu du terrain. Et je me suis rendu compte que j'arrivais plus à avancer sur l'aménagement. J'avais encore les finitions à faire. Je me suis mis énormément de pression avec les vidéos YouTube. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait un burn-out de mon propre projet personnel. C'est là où je me suis rendu compte que le burn-out, c'est pas forcément en lien avec une carrière, avec un job, mais c'est plutôt en lien avec notre façon de gérer émotionnellement une surcharge de travail et de pas réussir à juste dire stop, à poser ses limites. Pour moi, le burn-out, c'est on s'enfonce dans quelque chose qui en fait ne nous convient pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, surtout dans notre société actuellement. Et du coup, la dépression, elle regagne du terrain. C'est quelque chose de cyclique pour moi. Donc c'était juste pour illustrer que le van il se cachait petit à petit. En fait, c'est moi, pareil, je me renferme de plus en plus à cette période-là. Je fais de moins en moins de vidéos. S'il y en a qui m'ont un petit peu connu via les vidéos, vous avez dû voir que j'en faisais presque plus parce qu'en fait, j'avais pas la force. Je me mettais beaucoup de pression. Tout a commencé à stagner. Il y avait plus rien qui m'excitait. J'avais aucune perspective d'avenir. J'avais en même temps envie de partir et en même temps, j'avais envie de boucler ce que j'avais commencé. Donc voilà, je me suis juste mis une pression et j'ai fini par craquer. Karen, elle a énormément porté dans la relation. Elle a un peu trop porté. Et là, du coup, je fais un peu une ellipse temporelle où, il y a 7 mois, je me suis retrouvé seul. Donc, elle m'a quitté. Et j'ai l'image, j'étais sur un parking de cimetière, près de Bruxelles, sur un spot où j'aime bien aller quand je viens autour de Bruxelles. Et j'étais juste là, seul, misérable, dans mon van. J'étais vraiment pas bien.
J'avais tous mes blocages qui refaisaient surface parce que du jour au lendemain, je me retrouve seul après 3 ans de vie de couple où je me reposais énormément sur elle. Je suis passé de mes... Je vais avoir 27 ans quand je l'ai rencontrée, on a vécu 3 ans et à 31 ans, je me retrouve seul sur un parking de cimetière, dans mon van, en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie par après. Et à ce moment-là, je touche un fond que jamais j'aurais pensé atteindre. Je dis pas ça pour me poser en tant que victime, mais faut pas minimiser non plus la réalité parce que pour moi ça a été réel. Pour la première fois de ma vie, c'était vraiment intense. Et je constate que en fait c'est pas la rupture en elle-même qui m'a mis dans cet état-là, mais c'est plutôt tout ce que ça s'est venu réveiller en moi, toutes les blessures que j'avais enfouies avant de la rencontrer. Et en fait, du jour au lendemain, il y a tout ça qui se réveille et bah, c'était pas évident. Je me suis fait aider pendant ce moment-là, donc ça m'a forcé à aller travailler des choses profondes. J'ai été aidé en thérapie, c'est un truc que je conseille à tout le monde. Même si on va bien, même si on a l'impression d'aller bien, pour moi, c'est toujours nécessaire. Et ce que je veux vous dire avec tout ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai fui une vie qui ne me convenait pas, en pensant que ça allait me libérer de quelque chose, je sais pas quoi, pour finalement me dire que, en fait, je me suis emmené partout avec moi-même et que tous mes problèmes, ils ont simplement pris place sur un siège passager invisible à l'arrière du van et que tout à coup, bah, ça a juste refait surface. Est-ce qu'il y en a qui captent un peu ce que j'essaye de dire? Est-ce que ça vous parle? Ouais, ok. Donc désolé, le sujet est un petit peu lourd, je vous rassure, après ça va être un petit peu plus... pas forcément joyeux, mais ça va être moins lourd. Vous pourriez vous dire que là j'ai l'air bien, même si je suis très stressé, mais je suis là, je fais une conférence, je viens voir les copains et tout ça, donc ça a l'air d'aller, et en vrai c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Mais comme je disais, bah, y a quelque chose de cyclique, donc y a des jours où j'arrive pas à me lever le matin, et puis il y a des jours où ça se passe bien, et ça va de mieux en mieux. En fait, c'était une épreuve qui a été extrêmement compliquée à vivre, et en même temps extrêmement enrichissante parce que j'ai appris énormément de choses sur moi-même. C'est quelque chose que je devais traverser, même si c'est extrêmement inconfortable. Et en plus de ça, je suis devenu beaucoup plus sensible au sujet de la santé mentale. Je minimisais beaucoup, et avec tout ce que j'ai pu ressentir là sur les 7 derniers mois, ben aujourd'hui, je suis devenu très sensible quand je côtoie ou quand je rencontre des gens qui vont pas bien. En fait, ça me touche parce que je sais ce que c'est, parce que je suis passé par là. Et ça m'a rendu extrêmement sensible. Maintenant, je regarde des trucs entre guillemets débiles sur Instagram et puis je tombe sur un truc un peu émotionnel, je peux me mettre à pleurer. Chose qui me serait jamais arrivée avant parce que ça vient me toucher à un endroit où ça me touchait pas avant. Voilà, j'ai fini avec la partie un peu historique de tout ce que j'ai pu vivre. Là, j'ai envie de vous parler de certains concepts qui vont du coup être plus en lien avec la santé mentale en général et aussi en voyage. On parle beaucoup de la solitude. Je pense que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde, même s'il y en a qui peuvent déjà se sentir très seuls avant même de partir. Et j'aimerais faire la différence entre solitude et isolement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de dire quelle serait la différence pour voir un petit peu les points de vue entre solitude et... Ouais. Deux formes de solitude. Il y a la solitude choisie et la solitude. C'est ça. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu... C'est ça. Mais l'isolement, ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas choisi d'être seules. C'est ça. Donc pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, ce qu'elle disait, c'est que la solitude, elle peut être choisie, là où l'isolement, c'est plutôt quelque chose qui peut nous tomber dessus, on l'a pas choisi, et du coup, on vit une solitude un peu plus profonde. Donc oui, effectivement, moi je dirais que la solitude mène à l'isolement, mais l'isolement ne mène pas fatalement, il y a on se sent très seul quand on est isolé. Oui. Très bien être seul, en solitude, au milieu d'une foule. Oui, tout à fait. Je mettrais ça dans l'isolement, dans le sens où la solitude, elle peut être choisie, elle peut être positive, elle peut être douce, elle peut être ressourçante. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls. Je pense qu'on a tous besoin de se retrouver seul avec soi-même à un moment donné. Donc ça peut être nécessaire. L'isolement, ça va plutôt être une absence de lien total, une absence de lien dont on a besoin fondamentalement en tant qu'humain. Ça va être le sentiment d'être invisible, même au milieu d'une foule. Moi, quand ça m'arrive régulièrement, où je suis avec plein de gens, et en fait, je me sens extrêmement seul, mais en fait, je me sens complètement isolé de la société, du monde. Et j'ai beaucoup travaillé ça en thérapie, et j'avais tendance à dire qu'en fait, j'étais très solitaire, j'étais très casanier. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais très exigeant avec les relations. J'étais très méfiant aussi, parce que j'ai grandi en apprenant à me méfier des gens. Je suis sensible aux relations humaines, donc s'il y a des relations qui me plaisent pas trop, je vais être très vite atteint par ça. Et j'ai constaté que j'avais besoin de liens profonds. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir ce sentiment de... Il y a des liens, il y a beaucoup de... On rencontre beaucoup de monde, mais au final, on manque
parfois de quelque chose d'un petit peu plus profond, avec un petit peu plus de sens. Et en parlant de ça avec mon psy, il m'a dit qu'en fait, moi, je me nourris essentiellement de relations symbiotiques. Donc ça va être quelque chose de presque fusionnel. Si on va vraiment voir la définition, c'est l'un ne peut pas vivre sans l'autre. C'est un petit peu exagéré, mais il y a ce truc dans une relation, j'ai ce besoin de contact. C'est très difficile à expliquer, mais j'ai énormément de mal avec le small talk, par exemple, le fait de parler pour ne pas dire grand-chose, juste par convention sociale. Je vous raconte pas quand je vais chez le coiffeur, moi parfois je peux prendre un mois avant d'aller chez le coiffeur juste parce que ça me fait peur de... Si vous voulez savoir ce qui se passe dans un village, il suffit d'aller chez le coiffeur, lui il est au courant de tout ce qui se passe parce qu'il parle avec tout le monde. Moi ça m'intéresse pas spécialement, je viens pour me faire couper les cheveux, pas pour parler pendant 1 heure. Donc c'est quelque chose qui peut m'handicaper en fait au quotidien. Du coup j'ai tendance à me protéger, je me coupe du lien que je cherche. Donc il y a quelque chose de très ambivalent parce que d'un côté j'ai besoin de lien et d'un autre côté moi-même je me renferme parce que j'ai peur du lien, parce que j'ai peur que le lien il soit pas comme je veux. Et c'est là du coup que ça devient super bizarre parce qu'il y a 2 mouvements opposés et j'en parlais dans le podcast, je vais vous remontrer un extrait. Donc ça c'était avant que je fasse de la thérapie, avant que je parte, avant que je rencontre Karen. Moi j'ai un rapport très spécial à la solitude parce que quand je suis avec beaucoup de monde, j'ai besoin de me retrouver tout seul. Et puis quand je me retrouve tout seul, je déprime parce que je suis tout seul. Mais j'ai pas pour autant envie de rencontrer plein de monde. Là c'est un rapport un peu... C'est un peu particulier. Je suis quelqu'un de très solitaire, de très casanier. Et puis il y a des moments où je me dis ok là j'ai envie de rencontrer du monde. Le fait d'être avec des gens, en fait je suis très sensible au rapport humain. Ouais, donc, quand je suis avec des gens avec qui ça se passe bien, j'ai plus envie de les lâcher parce qu'il y a vraiment un truc où en fait là je suis bien et c'est exactement ce qu'il me faut. Et puis après j'aurais besoin de mes moments tout seul, mais si je sais que je peux retrouver les potes après, je profite des moments tout seul. Si je me retrouve tout seul par défaut, genre je me fais larguer ou les potes se barrent ou quoi, là je le vis différemment. Parce que c'est pas moi qui ai décidé d'être tout seul. Et moi j'étais un peu anxieux à la base à l'idée de partir, je me fais aussi attaquer, à l'idée de partir tout seul avec mon van parce que je me disais ok, je suis pas du genre à aller vers les gens, je suis pas du genre à rencontrer du monde, je serais plutôt du genre à rencontrer des gens grâce à Instagram et puis on se retrouve quelque part, il y a quelque chose qui me rassure un petit peu à ça. On a fait finalement à se retrouver chez mes parents, après à Tarnos, etc. Ouais c'est ça. Du coup ça c'est quelque chose avec lequel je suis plus à l'aise. S'il y a un groupe de personnes et que moi j'arrive tout seul, je vais jamais essayer de m'intégrer au groupe. Je pense qu'il y a une fausse image de la van life où les gens pensent que tu vas rencontrer du monde sur place, etc. etc. Moi, en fait, les pas tant rencontres que ça. que je fais en vrai, elles sont sur les réseaux et je rencontre le monde après. Je peux il peut y avoir ça. Il peut y avoir ponctuellement des rencontres, comme on a eu à Tarnos, on s'est retrouvé à 40 personnes, on s'est rencontrés, c'était génial. Mais c'est pas un truc qui arrive tous les jours ou toutes les semaines. C'est vraiment des trucs organisés. Et ouais, sur la route, après, quand on est sur les spots et tout, de temps en temps, on va peut-être rencontrer un couple ou des gens qui sont tout seuls dans leur van, on passe une soirée ou 2 ensemble, mais c'est très éphémère en général. Est-ce qu'il y en a qui voient tout à fait de quoi je parle, qui peuvent ressentir ce truc? Ouais. En même temps, on se sent seul, on n'a plus envie d'être seul, on a besoin de quelque chose, mais juste on n'y arrive pas, du coup on se sent encore plus seul, et puis c'est un cercle vicieux. Et en fait, moi, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de créer du lien, j'ai envie de partager, j'ai envie de me sentir entouré. On a besoin de liens sociaux, c'est presque biologique. Et en même temps, j'ai peur. Et j'ai pas forcément peur des gens eux-mêmes, mais j'ai peur de ce qu'ils pourraient penser. J'ai peur de leurs idées. J'ai peur de ce qu'ils pourraient projeter sur moi. Je peux avoir peur de paraître trop sensible, trop fragile. Je peux avoir peur de paraître lourd. On m'a déjà dit parfois que j'arrivais avec quelque chose de lourd. Et oui, c'est pas chouette. C'est pas forcément très joyeux. J'ai peur aussi d'être mal compris, qu'il y ait des interprétations, et j'ai peur aussi de ne pas me sentir écouté quand j'ai quelque chose à dire. Si je viens avec une émotion et qu'en fait je parle à un mur, je vais me protéger en me renfermant dans mon coin. Pour moi, c'est ça l'isolement. C'est fuir avant même d'avoir essayé quoi que ce soit. Et moi, quand je vais mal, cette tension, elle est de plus en plus forte, c'est de plus en plus difficile. J'ai l'impression que personne ne peut comprendre ce que je traverse, parce que c'est trop personnel, c'est trop complexe. Il y a énormément de paramètres qui ne concernent que moi, parce que ça m'appartient, c'est que dans ma tête. Et en même temps, j'ai un besoin immense d'être compris. Donc c'est compliqué. De mon point de vue, ça paraît à la fois ça pourrait être extrêmement simple, mais dans la réalité, c'est extrêmement compliqué. Et moi, quand je vais mal, j'ai besoin d'en parler. Si je suis avec des gens et que je vais pas bien, je vais pas réussir à être normal. J'ai besoin de casser ce truc, j'ai besoin de poser que là, en fait, je vais pas bien.
Et puis après, ça me permet de souffler un coup. Et je remarque souvent que les gens, en fait, quand on leur dit qu'on va pas bien, mais ils ont pas l'habitude de ça. Si on dit salut, ça va, oui, ça va, oui, ça va. Et toi, si on dit salut, ça va, bah écoute, en ce moment, je suis en dépression. Et à l'autre qui est en mode, je m'attendais pas à ça. Enfin, j'ai pas envie de savoir ça. C'est pas. Et ils peuvent se sentir obligés du coup de dire. Ah oui, bah du coup, on va passer pour la personne fragile, triste, et du coup, il faut prendre soin. On va entendre beaucoup de phrases un peu toutes faites de ouais, c'est comme ça, hein. Il faut le temps que ça passe. Une de perdue, 10 de retrouvée. Faut que tu penses à autre chose et tout ça. Mais en fait, c'est pas tout ça que j'ai besoin d'entendre, parce que déjà, je le sais. Et j'ai pas besoin d'être rassuré. J'ai pas besoin qu'on me donne des conseils, parce que j'ai pas demandé de conseils. J'ai juste besoin d'exprimer ce que je ressens. J'ai pas forcément besoin de quelque chose en retour. Donc ça, c'est juste le besoin d'être entendu. J'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça. Il y a quelques mois, il y avait un événement Van Life aussi en France. Et c'était un moment où j'allais vraiment pas bien. Et je me suis quand même forcé à y aller en me disant que ça allait m'aider à sortir de l'isolement. Je vais aller voir des copains, ça va être cool. Disons que je me donne un peu un coup de pied pour me forcer à y aller, en me disant que ça allait me faire du bien. Et en fait, après l'événement, je me suis senti encore plus mal que avant, parce que j'ai pas vécu ce que j'attendais. C'était plus compliqué que prévu. Et donc j'allais vraiment pas bien, et donc j'étais là dans mon van, j'étais à 15 minutes de l'endroit, j'étais pas allé bien loin, mais j'étais parti pour m'isoler. Et j'étais de nouveau en boule dans mon lit à juste pleurer, mais je savais pas trop pourquoi. Et j'avais ce besoin que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Et donc pour que ça sorte, moi en général j'écris. J'écris beaucoup, sans filtre, j'écris vraiment tout ce que je ressens. Et donc cette fois-là, je le fais, et je constate que c'est pas assez. Il y a un truc en fait où j'ai envie de lui crier sous tous les toits que je vais pas bien. Alors que le monde entier, on est d'accord qu'il y a d'autres priorités que juste moi, ma dépression. C'est pas la priorité du monde, et en même temps, faut pas minimiser, parce que pour moi, c'est quand même bien réel, c'est quand même quelque chose qui est présent. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une publication Instagram. Un truc un peu pour briser la glace et vraiment dire, en fait, je vais pas bien. Et si ça se trouve, il y a personne qui l'aurait douté, mais j'ai besoin de sortir le truc publiquement et de le dire pour rendre les choses réelles. Et donc, j'ai écrit ce carrousel Instagram, donc c'est des trucs où il y a un texte sur plusieurs slides. Et j'ai un peu travaillé le truc, j'ai fait le graphisme et tout, et je me suis dit, au fond de moi, je sais que c'est pas une bonne idée de faire ça, mais j'ai quand même très envie de le faire. Je sens que j'en ai besoin. Et au lieu de le publier, je l'envoie à un ami, à Gianni, qui est juste là. Et parce que je sais qu'il a aussi une histoire par rapport à tout ça, et qu'à ce moment-là, on était beaucoup en lien, et que je me sentais en sécurité de lui en parler. Et en fait, il m'a juste répondu ça. Juste, c'est touchant, je savais que ça allait pas ouf, mais pas à ce point. Et il n'y avait pas de conseils, il n'y avait pas d'avis, il y avait juste un regard bienveillant. Moi, ça faisait juste office de témoin. Il y a une personne quelque part dans le monde qui a entendu. Et j'ai pas besoin de plus. Donc ça m'a fait énormément de bien. Je me suis rendu compte à quel point, en fait, après ça, j'allais bien. C'était réglé. Le problème, il était réglé, c'était sorti et c'était bon. Donc en fait, ça peut changer une journée quand on va pas bien, qu'on parle à la bonne personne et que c'est écouté de la bonne façon. Tout de suite, on se sent mieux. Ça peut changer une vie aussi. Dans certains moments, quand vraiment c'est critique, le fait de trouver un moyen de s'exprimer, ça peut redonner de l'espoir. Je change totalement de point. Du coup, là, je vais vous parler du besoin d'appartenance à un groupe, qui est quelque chose dont on a tous besoin. Ça se situe en 3e position dans la pyramide de Maslow. Donc c'est la pyramide des besoins. En premier, on va avoir tout ce qui est physiologique, boire, manger, dormir. Ensuite, on va avoir la sécurité, avoir un toit. Et ensuite, le besoin d'appartenance. Donc c'est quand même quelque chose d'important pour l'être humain. On va juste chercher à être vu, à être considéré, à sentir qu'on a une place et pouvoir donner et recevoir sans jugement quelconque. Et ça, en van, du coup, c'est un peu compliqué parce qu'on est isolé, seul dans notre van. C'est difficile d'avoir un club de hockey ou un club de basket ou un atelier couture parce que on peut pas y retourner facilement, sauf si on vit en van dans un endroit entre guillemets plus restreint, plus fixe où on peut aller plusieurs fois. Enfin bref, vous avez compris. Et du coup, moi aujourd'hui, je constate qu'il me manque un groupe où je construis quelque chose. Avant, j'avais ça avec le boulot. On faisait des tournées, on faisait des créations, on vivait des choses, on avait des prix, on célébrait ensemble. Aujourd'hui, en van, en fait, je suis tout le temps sur Instagram, je suis tout seul. Mais ça va que dans un sens, et puis même, ça me nourrit pas complètement. Même en couple, là, toute mon histoire, c'est par rapport à moi seul en van, mais même en couple, on peut se sentir très seul. Même en couple, il y a l'entité du couple, mais il y a aussi l'entité de chaque personne. Et ça reste important d'avoir des moments à soi et de prendre soin de soi.
même si on est constamment avec quelqu'un. Aujourd'hui, en fait, je suis complètement libre, et c'est vrai que je me sens libre, je peux aller où je veux, quand je veux, et en même temps, je me sens plus appartenir à rien. Et je constate que la liberté, c'est sympa, mais pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, il y a besoin de retrouver un peu de sens. Tout ça, ça m'amène à vous parler de Vagano. Donc c'est mon ami Gianni justement qui a développé ça. Donc c'est une plateforme de mise en relation entre voyageurs sur la route. Et en fait, comme je le disais dans le podcast, moi en fait ça me rassure d'être sur Instagram, de pouvoir voir un profil et puis de commencer un petit peu à parler et de me dire bon ok là je me sens en sécurité pour rencontrer une personne que je connais pas encore. Et donc ça aide énormément beaucoup notre génération à nous. Peut-être qu'il y a des personnes plus âgées qui pourraient trouver ça un petit peu étrange, mais en fait c'est comme ça que le monde évolue avec Instagram, avec les réseaux. Aujourd'hui les réseaux c'est quand même quelque chose de très présent dans la van life parce que justement c'est le seul lien entre guillemets qu'on a avec l'extérieur. Et donc voilà, je suis ambassadeur Vagano et en fait l'idée de cette conférence partait vraiment de cette idée-là. On en discutait avec Gianni quand on savait qu'on venait au festival et le sujet de la santé mentale et de la solitude en van, c'est quelque chose que je connais. Et du coup, ça me portait à cœur de venir en parler ici. En fait, moi, quand j'ai voyagé pendant 3 ans, mes meilleurs souvenirs, en fait, c'était pas forcément les paysages, mais c'était les personnes que j'avais rencontrées et les moments que j'avais passés avec eux, peu importe où j'étais. Et donc, je me souviens, avec Karen, on était en voyage en Écosse, et je lui avais dit, là, ça ferait du bien de rencontrer des gens, de se faire un peu des amis et de pouvoir sortir un peu de notre bulle juste à nous deux. Et je pense que c'est le soir même qu'on s'est garé à côté d'une camionnette plate française en Écosse et on s'est dit « Ah bah tiens, on sait jamais, on les avait pas vus, ils étaient en balade et puis finalement ils sont revenus. » Et ce sont devenus des amis très proches aujourd'hui. Et donc j'en garde un excellent souvenir. Ce voyage-là, quand je pense à ce voyage en Écosse, c'est à cette rencontre que je pense en premier. Je vais vous parler maintenant de tout ce qui est motivation, utilité, image de soi. Moi, je me suis beaucoup demandé pourquoi j'arrivais pas à avancer dans mes projets, alors que j'avais tout. J'avais un super van, j'avais Internet, j'avais un ordi, j'avais une copine, j'avais tout pour être heureux. Mais en fait, j'arrivais pas à me mettre en mouvement. Aucune motivation, je culpabilisais de ça. Je me sentais totalement perdu. Et en préparant cette conférence, je suis tombé sur la théorie de l'autodétermination. Donc c'est une étude qui a été faite par Richard Ryan et Edward Deci, j'en avais jamais entendu parler. Et je vais vous lire la définition. Les êtres humains ont des tendances naturelles à être actifs, engagés et motivés à apprendre à se développer. À apprendre et à se développer. Mais ça peut être favorisé ou inhibé selon les conditions sociales. Et du coup, la théorie de l'autodétermination va étudier précisément comment les environnements sociaux influencent la motivation, le développement personnel et le bien-être psychologique. Et donc derrière ça, il va y avoir 3 besoins universels et fondamentaux pour favoriser du coup une motivation, pour favoriser le fait de un peu donner du sens à sa vie. Le premier, ça va être l'autonomie, donc le fait de se sentir à l'origine de nos propres comportements. Et donc agir par soi-même, pas parce que nos parents ont envie qu'on agisse d'une certaine façon, pas par toutes les injonctions qu'on a pu recevoir. Et du coup, on se dit, mais en fait, moi, je fais des études de médecine, mais en fait, c'est mes parents qui veulent que je sois médecin, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est un peu l'exemple cliché, mais qui illustre plutôt bien ça. Ensuite, ça va être la notion de compétence, le fait de se sentir compétent dans ce qu'on fait, ou si on ne l'est pas encore, sentir qu'on progresse dans quelque chose. Et puis, en troisième, il va y avoir la relation sociale. Donc, on en a déjà parlé, le besoin d'appartenance, le fait de se sentir connecté aux autres. Et ça, en van, l'autonomie, ça va. On va rarement avoir des parents qui vont nous dire « pars en van, ça va te faire... je suis sûr que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi ». Donc en général, ça vient plutôt de nous. La compétence, ça dépend des gens, ça dépend de nos compétences, mais on est en van, donc on peut pas se trimballer à une... Enfin, on pourrait, mais ça complique les choses. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, mais on peut pas se trimballer du bois, des outils pour bricoler ou quoi que ce soit. Du coup, on tombe vite dans quelque chose de digital. Il y a des gens qui vont peut-être très bien s'y retrouver. Pour d'autres personnes, ça peut être très compliqué de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de mes journées une fois que je serai sur la route, à part voyager. Et du coup, les relations sociales, c'est là où ça peut devenir très compliqué. Et je dis pas que c'est une fatalité, que c'est dans 100% des cas. Il y a des gens qui voyagent différemment, qui vont faire 6 mois de workaway ou aller travailler dans une ferme, ou faire les vendanges, faire les saisons. Là, ils vont avoir du lien, ils vont se sentir utiles. Et puis le reste, les 6 mois restants de l'année, ils vont vivre leur meilleure vie en van, et puis ils savent qu'ils reviennent travailler et tout ça. Là, je vous parle vraiment de choses qui me parlent, moi, personnellement, où quand je lis tout ça,
je suis en mode ouais, ça me paraît extrêmement juste par rapport à ma réalité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la motivation. Il y a 2 types de motivation. Il va y avoir la motivation extrinsèque, donc ça veut dire que ce sont des motivations qui viennent de l'extérieur. Comme je vous disais, quand je travaillais, moi, mon principal moteur, c'était les retours qu'on pouvait me faire. Ah, tu travailles bien, Loïc, c'est super, tu nous as sauvés pour le spectacle, machin. Tout ça, c'est des trucs qui, moi, me nourrissaient énormément. Si j'avais pas ces retours-là, j'avais plus envie de travailler, j'y trouvais pas de sens, j'y trouvais pas de motivation. C'est un peu la carotte de l'âne. C'est ça qui nous donne envie d'avancer, c'est pour avoir la récompense. Ou pour éviter quelque chose de négatif. Aujourd'hui, on est très fort confronté à ça avec les réseaux sociaux. Dès qu'on publie quelque chose, on regarde le nombre de likes qu'on a eu, on regarde les chiffres, on regarde si ça buzz ou pas. Et puis si ça buzz pas, on peut se dire ça peut plomber le moral sur une journée. C'est super efficace la motivation extrinsèque, mais sur le court terme, c'est un peu un petit shoot de dopamine. Et pendant un petit temps, on se sent bien, et puis ça redescend, et puis on a envie d'avoir de nouveau un petit shoot. L'exemple de ce besoin de reconnaissance de l'extérieur, moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, quand je suis né, j'ai cette image de je viens de naître, je suis dans les bras de ma maman, et du coup mon père vient, et l'image que j'ai de ça, c'est lui, ce n'est pas mon fils. Et donc en fait, ma sœur et mon frère, ils ont le nom de mon père, moi j'ai le nom de ma mère, alors que biologiquement, je suis bel et bien son fils. Donc je démarre avec ce truc de j'ai pas eu la reconnaissance paternelle, qui est quand même importante, et du coup dans ma vie, de manière générale, je comble ça constamment en ayant un besoin de reconnaissance constant, qui va jamais être nourri, parce qu'il y a un problème à la base que j'essaye de compenser. Et puis il va y avoir la motivation intrinsèque, où là ça va être quelque chose de beaucoup plus sain. On va agir juste pour le plaisir de l'activité, parce qu'on rentre dans un état de flow, parce que c'est quelque chose qui est juste on kiffe ce qu'on est en train de faire. Et du coup, ça va être favorisé par le contexte. Donc ça, c'est toujours dans la théorie de l'autodétermination. Moi, j'ai envie de rajouter 2 éléments qui me parlent. Le fait d'avoir des objectifs dans la vie, mais pas des objectifs dans le sens il faut faire du chiffre ou il faut arriver à un résultat bien précis dans un certain temps. C'est plutôt poser une intention pour avoir une ligne directrice de j'ai des objectifs à atteindre, mais je le fais à mon rythme, je le fais à ma façon, et si je les atteins pas, c'est pas grave, il y a 0 pression. Et puis la notion de valeur aussi, pour moi, avoir des valeurs, ça forge un petit peu l'identité, ça forge la personnalité. Je constate que quand je vais pas bien, j'ai plus aucune valeur. Tout à coup, trier les déchets, je m'en fous parce que c'est pas mon problème actuel. Mais quand je vais bien, je fais super attention. Je peux faire 100 km en camion avec ma poubelle qui déborde parce que je veux absolument trouver une poubelle. Donc tout ça pour dire que je trouve que c'est important, ça permet de rester ancré, de se positionner. Donc voilà. Par rapport à tout ça, moi, il y a une citation que j'aime bien de Marshall Rosenberg, qui est le créateur de la communication non violente. Pour ceux qui connaissent pas, je vous recommande vivement d'aller voir ce qui est dit là-dedans, parce que c'est vraiment très enrichissant. Il dit que la dépression, c'est la récompense que nous obtenons à notre conformité. Quand on essaye de se conformer à un monde qui, en fait, nous parle pas plus que ça. Et c'est vrai que quand on y pense, comment est-ce qu'on peut être heureux, être fondamentalement heureux si on s'enfonce dans quelque chose qui en fait nous parle pas. Ça, moi, dans mon cas, je l'ai vécu 2 fois. Une fois quand j'étais à Bruxelles, où je me conformais parce que c'est la société, parce que du coup je fais des choses, je me pose pas forcément la question de pourquoi. Et puis une fois en van où je me suis dit mais en fait il faudrait que je bosse, il faudrait que j'ai un projet, il faut que je développe ça, il faut que je développe ci, parce que sinon en fait je fais rien de mes journées. Et c'est bizarre de rien faire, de pas avoir d'objectif. Donc j'avais 2 vies différentes, mais avec au final le même résultat. C'est juste le contexte qui a changé. Et en fait je me suis perdu dans ce que je croyais devoir être en tant que personne. Et aujourd'hui je suis en train de déconstruire tout ça. Ensuite il va y avoir le besoin de contribution, le fait de se sentir utile à la société. Et quand on part solo en van pour notre petite vie, on n'a pas forcément l'impression de rendre service à la société ou à qui que ce soit. Moi, quand je vais pas bien de base, j'ai l'impression de servir à rien. Moi, quand j'étais à côté de Karen, elle travaillait, moi j'essayais de travailler. À longueur de journée, je disais en fait j'ai l'impression d'être une grosse merde. J'ai juste l'impression de servir à rien. Et ça renforce encore plus le sentiment d'isolement. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Récemment, il y a 2-3 mois, je voulais lancer une activité autour de l'électricité en van, mais j'y arrivais pas. Pareil, j'avais ce truc de j'arrive pas à m'y mettre, voilà, en mode pas bien. Et j'ai reçu un mail d'une personne qui m'avait demandé de corriger son schéma électrique. Et j'ai un peu laissé traîner le mail pendant 2-3 jours. Et puis un jour, je me suis penché dessus et je commence à regarder le plan. Et puis je commence à me voir, ah oui, ça va pas, ça c'est mal calibré et tout ça. Et je commence du coup à écrire le mail en disant, voilà ce qui va pas, voilà ce qu'il faut faire. Et à chaque fois, j'explique en un paragraphe pourquoi. Et au fur et à mesure où j'étais en train d'écrire le mail, je commençais à me sentir bien. En mode, en fait, ça me plaît de faire ça. Et je me dis, la personne qui va recevoir ça, ça va lui éviter de foutre le feu à son camion. Et au moins, j'aurais servi à quelque chose
chose, même pour une personne, en fait, c'est suffisant, je me sens utile. Et en fait, depuis que j'ai répondu à ce mail, le jour même, j'ai commencé à bosser sur mon activité et j'ai pas arrêté depuis parce que il y a quelque chose qui s'est débloqué par rapport à ça. Je vais enchaîner avec les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est fort présent dans notre vie. Je pense que on est beaucoup à avoir été influencés justement par ce qu'on a vu sur YouTube, sur Instagram par rapport à la van life, #vanlife. Et aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux ont un lien avec la santé mentale chez les jeunes. C'est un vrai fléau. On en parle beaucoup ces derniers temps. Il y a Hugo Décrypte qui en a pas mal parlé il y a quelques semaines. Il y a de plus en plus de podcasts. Il y a la parole qui se libère par rapport à ça. Et dans notre mode de vie, les réseaux sociaux, ça a quand même une place importante. Et moi, mon lien avec les réseaux, quand je suis seul, isolé, que je me sens mal, que je suis dans mon lit, le premier truc que je fais quand je me réveille, je sors du mode avion et j'ouvre Instagram. C'est un réflexe. Je suis accro aux réseaux sociaux. C'est purement personnel. Et puis, je vois tout ce que les gens font. Tout ce que les gens ont fait hier et puis tous les projets de chacun. Et je me dis, mais leur vie, elle a l'air cool. Moi, je suis en train de me comparer. Je sais que ça ne sert à rien, mais ça renforce. Il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. Si je me dis, mais en fait, moi, je suis qu'une grosse merde et que je vois tous ces trucs-là, tout ce que je vois renforce l'idée que, effectivement, je suis une grosse merde parce que eux, ils font tout ça et moi, je fais rien de ma vie. Donc, en fait, je me compare alors que je sais très bien que ça sert à rien. Et je dis pas qu'il faut bannir les réseaux sociaux, c'est pas blanc ou noir, c'est pas binaire, c'est un outil qui est génial, mais il faut juste apprendre à réussir à se contenir dans la façon de s'en servir. Il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de Chloé Gallo qui dit que notre génération, ou la génération Z, je sais pas si c'est ma génération ou bien si c'est la suivante, elle dit que on n'a plus de hobby. Elle commence la vidéo en disant que un Français passe en moyenne 60% de son temps libre sur un écran. Donc c'est le temps libre devant un écran, c'est pas le temps total. Donc si en plus de ça, le travail c'est derrière un écran à longueur de journée, ça fait beaucoup d'écrans sur une vie. Et ce qu'elle dit, je m'étais jamais posé la question, mais ce qu'elle dit c'est que aujourd'hui, quand on a une passion, on fait notre passion et j'ai l'impression que le but premier, ça devient de le prendre en photo et de le publier sur les réseaux pour dire « Regardez, ça c'est ma passion ». Comme si ce qu'on a fait aurait eu moins de valeur si on le montrait pas au monde entier. Et du coup, il y a ce truc où tout devient performance. On a une passion qui est censée être une source de plaisir à la base et en fait, ça devient une source de pression. Donc je trouvais ça super intéressant comme principe et donc ça crée une pression de la performance. On a l'impression que quoi qu'on fasse, en fait, il faut être bon tout de suite. On n'a plus le droit à l'erreur. Sinon, il y aura Gérard du 75 qui viendra commenter en mode ouais, c'est pas ouf ton truc, j'ai déjà vu mieux, ce genre de choses. Et du coup, on se rend vulnérable en postant des choses sur les réseaux. N'importe qui peut venir critiquer. Et moi, si je me compare, quand je crée quelque chose, je vais toujours me dire, mais en fait, il y a sûrement quelqu'un qui l'a déjà fait et qui l'a sûrement fait mieux que moi et qui a sûrement de meilleures compétences que moi. Et du coup, à quoi bon faire la chose en question? Alors que je pourrais kiffer, en fait, juste pour moi, de faire quelque chose qui juste me fait kiffer. En fait, on a perdu l'habitude de s'ennuyer et de devenir créatif. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique de créer pour performer, pour pouvoir le montrer, pour avoir des résultats, pour avoir une motivation extrinsèque. On en parlait juste avant. Donc voilà, il y a eu des témoignages. Je pourrais pas dire qui précisément, mais c'est une phrase que moi j'aurais pu dire. En fait, sur les réseaux, j'ai continué à faire des vidéos alors que j'étais en pleine dépression. À aucun moment je dis que je suis en dépression. Les stories que je vais publier, ça va être les plus beaux paysages. Voilà, c'est tout à fait une phrase que j'aurais pu dire et je trouve qu'elle est lourde de sens. Sur les réseaux, on parle beaucoup, mais au final, on va très peu se confier. On va beaucoup interagir avec beaucoup de monde, mais on va pas forcément créer de lien. On va continuer à se sentir très seul. Et je pense que si on pouvait juste s'exprimer librement, comme je l'ai fait avec l'histoire tout à l'heure que je vous racontais avec Jenny, juste pouvoir dire les choses sans avoir de solution, sans avoir de conseils, sans se sentir jugé, en fait, il y a beaucoup de gens qui iraient déjà beaucoup mieux, je pense. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est L'odeur de l'essence d'Orelsan, et il y a une succession de punch qui veulent dire beaucoup de choses par rapport à comment la société fonctionne aujourd'hui. À chaque fois que j'entends ces phrases, moi, ça me fout des frissons parce que c'est incroyable. J'ai envie de vous parler aussi du concept de FOMO qui est fort présent sur les réseaux sociaux. Donc, le FOMO, c'est Fear of Missing Out. Donc, c'est la peur de passer à côté. Comme si on voyait pas les stories de tout le monde, on passerait à côté de quelque chose d'extrêmement important. Si on n'est pas au courant, on passe à côté de ça. C'est quelque chose que je peux avoir. C'est quelque chose qu'en van, on a vite, si on prévoit un voyage, on a forcément envie de trouver les meilleurs lieux possibles, d'avoir les meilleurs spots. Si on se dit qu'on a un spot pas ouf, on pourrait se dire, en fait, il y en avait un qui était super. Et du coup, ça nous enlève ce truc de juste profiter du moment présent. Je suis sûr que ce spot-là, il y a peut-être mieux, mais c'est pas grave en fait. Il n'y a pas forcément besoin de constamment optimiser, d'avoir le meilleur dans tout. Et ça crée du stress inutile, de l'anxiété, et donc ça nous déconnecte de l'instant présent.
J'aime beaucoup la notion de flow. Donc l'état de flow, en fait, c'est ce truc où on fait une activité et on oublie qu'on est nous. J'avais commencé en disant plus je vais mal, plus je suis centré sur moi-même. Vous allez voir le lien après. Donc plus je vais mal, plus je suis égocentrique entre guillemets. Et c'est pas forcément égoïste, c'est juste que j'ai pas l'espace mental de m'ouvrir au monde dans ces moments-là parce que je suis trop centré sur ce qui va pas. Je peux remuer en me disant j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû le faire comme ça aurait été beaucoup mieux. Et du coup dans ces moments-là, c'est encore plus difficile de s'ouvrir aux autres. Et de s'ouvrir au monde. Je suis tombé sur une autre vidéo de Grégoire Dossier, donc c'est lui qui parle de tout ça, et il explique qu'on est une génération narcissique. On est à une époque où en fait, on est presque constamment tourné vers nous-mêmes, vers nos performances, vers notre profil Instagram, vers notre chaîne YouTube. Ouais, ce sont des choses qui ont pu m'abîmer émotionnellement. Et il dit qu'en fait, le bonheur, ça vient quand on oublie qu'on est nous. Quand on est absorbé dans ce qu'on fait, quand on arrête de se regarder penser. Donc c'est ça l'état de flow. Il n'y a pas besoin forcément que ce soit un projet super ambitieux, ça peut juste être faire du puzzle. Moi quand je fais du puzzle, je suis dans ma bulle, je vois pas le temps passer et je me sens bien. Et j'oublie que je vais pas bien et juste à ce moment-là, fondamentalement je vais bien. Il y a un film super. Il y a beaucoup de films d'animation qui ont des concepts qui sont très justes en fait pour nous. Pour ceux qui connaissent pas, là je vais pas pitcher tous les films, mais le personnage principal a ce truc-là avec le piano. Dès qu'il se met à jouer du piano, en fait il ferme les yeux, il oublie qu'il est lui-même et c'est comme si son esprit rentrait dans une autre dimension. Le temps qu'il joue son piano. Il y a un concept qui s'appelle l'ikigai. Ça va être le noyau on va essayer de trouver des tâches qu'on aime faire, qui peuvent servir au monde, dont on a des capacités, des performances. Et en plus de ça, si on peut être payé pour ça, ce serait vraiment super. Et donc ça, ce serait l'ikigai. Ikigai en japonais, ça, on pourrait le traduire par raison de vivre ou raison d'être. Tout ça pour revenir sur ce que disait Grégoire dans la vidéo. Donc il dit que vouloir être heureux à tout prix, ça va souvent être contre-productif. C'est pas quelque chose qui se force, ça va plutôt arriver quand on n'y pense pas, quand on va pas chercher à être vu ou à être validé par l'extérieur. Et du coup, ça m'amène à une question, et c'est une vraie question, je suis vraiment curieux de ça. Parmi ceux qui sont déjà partis en van ou qui sont déjà partis de façon nomade, est-ce que vous aviez des activités justement qui vous permettaient d'être dans cet état de flow? Et si oui, lesquelles? Avec du matériel ou sans matériel, peu importe. Musique ou peinture pour moi. Pardon? Musique ou peinture? La musique. Et du coup, la musique dans le van, tu le fais comment? J'avais un banjo avec moi. Un banjo avec toi? C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples? Je sais pas moi, avoir une canne à pêche, dessiner, écrire. Non? Ok. Bon, comme je le disais, moi je vais surtout avoir ça en faisant du puzzle ou quand je vais travailler sur mon projet électrique, même si c'est sur un ordinateur. En fait, j'ai enfin trouvé quelque chose où vraiment je peux passer un temps bête dessus et me sentir vraiment bien. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre? J'aurais bien aimé avoir des exemples et que ça puisse aussi inspirer d'autres en se disant « Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé potentiellement faire ça. » Les jeux vidéo. Enfin, j'ai pas de van, j'habite pas dans mon van, mais les jeux vidéo, c'est quelque chose. Les jeux vidéo, ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que c'est possible aujourd'hui avec les LEC, avec Internet, on peut jouer plein milieu de la forêt, ouais. Quoi d'autre? En fait, l'exercice physique, la mobilisation, etc. Ouais. Je sais pas, le yoga ou n'importe quoi. Parce que quand on est en van, on est quand même beaucoup assis dans les camionnettes, ouais. etc. Ouais. Et en plus, si on se reconnecte vraiment au corps, ça fait vraiment du bien pendant ce qu'on est là. On se remettre. Donc ça va être l'exercice physique. Il n'y a pas forcément besoin d'énormément d'accessoires pour ça. Pas un truc de faire des muscles. Oui, non, juste. Ouais. Ok, super. Et... Ouais. La randonnée ou la lecture. La randonnée ou la lecture, ok, super. Ouais. Là, j'avais pensé à. Justement, Apprendre un animal Il y en a qui connaissent l'histoire ou pas? Non, en fait, moi, je suis parti avec mon chat au début et il est mort. Mais ce qui est drôle, enfin non, c'est pas drôle. Je pourrais en prendre un autre, oui. Je pourrais. Il y a des... la solitude et l'isolement. Ouais, tout à fait. Effectivement, et j'y pense, j'y réfléchis. C'est une décision qui est pas anodine, donc j'ai pas envie pour combler la solitude, prendre un animal. J'ai envie que le projet soit réfléchi quand même sur du moyen long terme. Karen était réunionnaise, donc on faisait beaucoup d'aller-retour à la Réunion, et avec un chien ou avec un chat, c'est compliqué. Et là, du coup, c'est récent que je sois seul en van, et donc je veux prendre le temps de réfléchir. Ça ferme certaines portes. Ça ferme certaines portes, ouais. Au début, je voyageais avec mon chat, qui est mort, mais pas quand j'étais en voyage. Donc ça peut effrayer beaucoup de gens on pourrait se dire qu'un chat en van, c'est totalement absurde. En fait, ça fonctionne très très bien. Il y a différentes façons de faire et puis ça va dépendre du chat, mais ça peut très très bien fonctionner. Il est mort quand j'ai laissé le van chez un ami justement pour moi partir sans le van.
Et c'est à ce moment-là que je pense qu'il a dû perdre ses repères et puis il s'est fait écraser. Et du coup, Karen a remplacé le chat, parce que c'était pile au même moment. Donc énergétiquement, je pense qu'il y a quelqu'un qui laisse sa place pour quelqu'un d'autre. Et voilà. Du coup, pour revenir sur la vie en van et la santé mentale en van, il y a beaucoup de choses dont on ne pense pas forcément par rapport à la charge mentale que ça en voyage. En fait, il y en a beaucoup qui ont envie de quitter leur vie actuelle et du coup de se libérer de plein de choses et donc d'une certaine charge mentale. Mais finalement, ils vont retrouver cette charge mentale, mais différemment. Et on se rend pas forcément compte de cette charge mentale qu'il y a au quotidien quand on vit en van. Au début, c'est fun. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai invité des amis dans le van, on a mangé à 3, on a cuisiné. Le lendemain, j'ai fait ma vaisselle avec 3 litres d'eau. C'était une grosse vaisselle avec 3 litres d'eau. J'étais super fier, j'étais super content, c'était super optimisé. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la vie en van, j'aimais bien ce côté super minimaliste et optimisation des ressources. Là, aujourd'hui, pour faire une vaisselle, je l'accumule déjà pendant une semaine et ça me fait chier de faire une vaisselle en van parce que en fait, c'est contraignant. C'est comme prendre une douche. Moi, ça me prend 45 minutes pour prendre une douche dans le van parce que faut sortir tout le bordel, faut chauffer l'eau. J'ai pas de chauffe-eau. Je dois prendre ma douche et puis je dois tout éponger et puis tout ranger. Ça prend 45 minutes pour prendre une douche. Là où en maison, ça prend 5 minutes. Donc voilà, il y a une charge mentale, je dis pas que il y a plus de charge mentale ou moins, c'est pas comparable à vivre en appartement ou en maison, mais il faut savoir que c'est présent, ça existe, et qu'au bout d'un moment, ça peut avoir un poids sur le mental. Il y a une phrase que j'aime bien, qui dit que quand on vit en van, on vit partout et nulle part en même temps. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut user. Il faut chercher de l'eau constamment. Moi, avant, je trouvais ça trop cool d'avoir de l'eau gratuite et d'être en autosuffisance. Maintenant, j'essaye d'aller à 3h du matin dans un cimetière pour être sûr que personne me voit, parce que ça me gêne, parce que j'ai pas envie comment dire, cette réputation. Enfin, j'aime juste pas aller chercher de l'eau devant tout le monde dans un cimetière. Je trouve pas ça forcément respectueux. Alors qu'en fait, il y a aucun problème. Enfin bref, ça c'est moi avec moi-même. Mais au début, c'était drôle. Aujourd'hui, ça devient pénible, ça devient une charge mentale. Il peut y avoir le sentiment d'insécurité, il faut trouver des spots tous les jours. On regarde tous les commentaires sur Park4Night pour être sûr que le spot, en fait, il est en sécurité. On peut se méfier. Quand on se gare et puis qu'on entend des bruits bizarres, on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Tout ça, ça a un impact psychologique. Ça compte. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté la van life à cause de ça parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Et puis, je peux comprendre aussi qu'au bout d'un moment, on a une envie un besoin d'ancrage, de retourner à la terre, d'avoir notre parcelle à nous et de se dire ça, c'est à nous et de s'y installer. Et je pense que ça va venir aussi pour moi prochainement. Je sais pas quand, mais voilà. Tout ça pour dire, c'est pas pour me plaindre de quelque chose, c'est pas. Mais c'est important. Je trouve ça important de relever et de le prendre en compte. La dépression, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qu'on n'ose pas forcément poser sur la table. Souvent, on peut minimiser la dépression des autres, mais on peut aussi minimiser la sienne. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. On a peur qu'on nous regarde bizarrement. Tout de suite, on a l'étiquette du mec dépressif. On pense qu'on exagère. Moi, j'essaye de relativiser. Je me dis souvent que c'est passager parce que je suis habitué, ce sont des cycles, que ça arrive à tout le monde. Tout ça, ce sont des façons de minimiser et du coup, c'est pas forcément productif. Je peux avoir honte aussi, me dire qu'en fait, j'arrive pas à m'en sortir tout seul. Je pourrais me dire j'ai tout pour être heureux. C'est vrai qu'ici, on a quand même tout pour être heureux et finalement, on l'est pas forcément. Et du coup, voilà, je peux me sentir très vide énergétiquement alors qu'en fait, j'ai tout pour avoir la belle vie. Et les gens ont une image très positive de la van life. Sur les réseaux, on va voir beaucoup ce genre de photos et c'est vrai que ça fait rêver. Mais ça, c'est une route que j'ai pris une fois, c'est en Écosse. Et je trouvais ça incroyable, j'ai pris une photo, mais j'y ai pas habité. C'est juste un endroit de passage. Ça vend bien sur les réseaux, mais ce n'est pas la réalité du quotidien. Donc on a vite l'étiquette du mec libre qui vit sa meilleure vie, qui vit au soleil, qui vit une retraite anticipée, hors système. Et moi, dans la réalité, oui, il y a un peu de ça, mais c'est pas non plus idyllique. Il y a des gens, par exemple, quand je reviens en Belgique, il y a des gens que j'ai peur d'aller voir parce que j'ai peur de la question de « Alors, c'était comment ?» Genre, vas-y, raconte, ça a l'air trop bien. Et c'est difficile de dire « en fait, c'est pas si ouf que ça. » C'est pas les paramètres de ça qui sont pas ouf, c'est comment moi je l'ai vécu. Donc le contexte, en fait, l'environnement ne suffit pas forcément à garantir un bien-être. Par rapport aux phrases qu'on peut entendre justement quand on va pas bien, quand on va parler de notre dépression, en fait, ce sont des phrases où on sent que nos émotions sont pas forcément les bienvenues. On n'a pas forcément envie de s'attarder dessus, c'est juste ah oui, tu vas pas bien, oui, faut laisser aller, il y a pas de solution miracle. Et du coup, ça sonne creux, ça renforce ce sentiment d'isolement, j'en ai déjà un petit peu parlé précédemment. Donc on sent qu'on n'a pas forcément la place pour dire ce qu'on ressent.
Voilà, et donc c'est quand même important d'en parler. C'était le but aussi de venir aujourd'hui et de vous parler de ça. C'est pas pour me plaindre, mais c'est vraiment pour dire que ça existe et que s'il y en a qui se sentent dans la même situation, moi c'est des choses que j'aurais bien aimé entendre dans les moments où j'allais pas bien. Et ça permet aussi, quand on en parle et qu'on se sent écouté, ça permet d'avoir un petit moment de répit aussi, ça permet de souffler un coup et de pouvoir se reconcentrer sur quelque chose de plus positif. Dire je ne vais pas bien, en fait c'est tout à fait ok. Si la personne en face nous juge ou nous critique, et au final ça va pas arriver tant que ça. Au final je me suis rendu compte que les gens étaient beaucoup plus gentils que ce que je pensais. Mais c'est ok de dire qu'on va pas bien. Et je pense qu'on serait très étonné de constater à quel point les gens autour de nous, ils vont pas forcément si bien que ça. On a souvent l'impression d'être seul dans notre tête à pas aller bien, alors qu'en fait autour, à partir du moment qu'on en parle à des gens, on se rend compte que ah toi aussi, et en fait ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre et on peut en discuter. Quelques outils. Moi, je vais pas terminer cette conférence en vous donnant une to-do list de choses à faire pour ne pas tomber en dépression en van. C'est pas le but. Et surtout, ça n'existe pas. Je le répète que je suis pas psy. Quand même quelques pistes qui, moi, me parlent. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. C'est vraiment juste des pistes. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, dans un premier temps, ça va être de se faire accompagner. Je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas été accompagné depuis la rupture. C'est pas forcément, je l'ai déjà dit, mais c'est pas forcément pour les gens qui vont vraiment pas bien. C'est même si vous avez l'impression d'aller bien, il y a toujours des choses qui pourraient ressortir plus tard. Vous avez l'impression d'aller bien et puis tout à coup ça revient dans votre vie, une rupture, un deuil, ce genre de choses. Moi, Karen, elle m'a tanné pendant 1 an et demi pour que j'aille voir un psy. J'avais un gros blocage. Et au final, ça a été la meilleure décision de ma vie. Pour ceux qui se posent la question, je fais ça en visio, peu importe où je suis, je le fais en visio et ça me convient très très bien et là, je sens que la thérapie fonctionne très bien. Le psy, il est là pour nous aider, il va pas faire à notre place, il va pas nous donner des conseils, il va pas nous dire ce qu'on doit faire, mais il va nous guider en fonction de ce qu'on lui donne. Il peut nous aider à identifier des choses qu'on n'arrive pas à identifier nous-mêmes. On pourrait se dire, oui, moi je suis comme ça, c'est pour ça et j'en suis sûr, et puis quand on décortique, en fait, il y a beaucoup de choses derrière qui sont enfuies. Donc il nous aide à identifier tout ça, à identifier nos émotions, nos sentiments, nos auto-sabotages aussi, parce que ça, on en a beaucoup. Enfin, ça dépend des gens, mais on sous-estime les auto-sabotages qu'on peut avoir et les schémas répétitifs toxiques. Se libérer des injonctions qu'on a pu avoir toute notre vie. Ensuite, accepter la réalité. Il n'y a pas le choix, mais par contre, ça prend le temps que ça doit prendre. Il n'y a aucune pression à se donner par rapport à ça. Moi, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai accepté la réalité des choses. Faire des pauses, pas des pauses clopes ou pas des pauses scroll, mais vraiment des vraies pauses où on sort, on respire. Sortir marcher, même 5 minutes. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de Ben Mazué qui s'appelle « Quand je marche ». Les paroles sont très justes, je trouve, par rapport à ça. Même si on n'a pas envie, en fait, souvent c'est la mise en mouvement qui est difficile, c'est non, j'ai pas envie, et puis en fait une fois qu'on y est, c'est putain, ça fait du bien. Karen, elle me forçait à sortir du fourgon, et une fois qu'on était en balade, je la remerciais parce que ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Il y a une étude qui montre que le fait de marcher, de randonner, ce sont des moments où on a le plus d'idées créatives. C'est des moments où on est dans un état de flow justement, et puis on commence à penser, on commence à rêver, et parfois il y a des idées qu'on n'aurait jamais eues si on était juste assis derrière une chaise, derrière un ordi. Je trouve que c'est assez juste. Ensuite, bouger un peu, comme vous l'avez dit. Juste sentir qu'on est vivant dans notre corps, mais sentir aussi que le corps, il est vivant. S'étirer, faire des squats, juste respirer, marcher, ça en fait partie aussi. Créer tranquillement, faire des choses qui nous plaisent, trouver cet état de flow. Sans pression, évidemment, pas pour le montrer, pas pour performer, mais juste pour nous. Recréer du lien social. Voilà, c'est un peu un récap de tout ce que j'ai pu vous dire juste avant. Ce serait intéressant de trouver 1 ou 2 personnes ressources où on sait qu'on peut les appeler quand on en a besoin. Et chacun, on pose un cadre et se dire, voilà, je me déverse pendant 30 minutes et puis c'est ton tour. Et puis, en fait, ça va faire du bien. Bon, ça, c'est la base. On va prendre soin de notre corps, de notre tête. Aujourd'hui, on sait quand même que le corps est en lien avec le cerveau et inversement. Et l'autodiscipline, moi, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Réussir à se tenir, à avoir des engagements et s'y tenir. Encore une fois, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Faut pas que ce soit une pression, mais écrire tous les jours un petit peu, faire de la cohérence cardiaque. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire, qui me fait vraiment beaucoup de bien. Chacun trouve ce qu'il a envie de faire. Et du coup, je vais en arriver à la conclusion. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai pas fait cette conférence pour plomber l'ambiance, même si c'est quelque chose de très lourd. Je suis surtout là pour témoigner de mon expérience. Je suis pas guéri, mais je suis en chemin. Et c'est déjà énorme pour moi. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Malgré tout, j'ai aucun regret d'être parti en van parce que je devais passer par là. Je devais traverser ces épreuves-là. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de repartir en voyage seul. Je me sens prêt à le faire seul ou à 2 ou avec des amis.
Je suis très content d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, d'avoir le parcours que j'ai accompli jusqu'ici. Je vous invite aussi à, peut-être pas tout de suite, mais quand vous ressortirez, à reprendre un moment pour se dire comment est-ce que je me sens aujourd'hui avec tout ce qui a été dit, si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, si ça vous a fait du bien. C'est intéressant de mesurer comment en 1 heure, il y a des choses qui peuvent se débloquer dans le corps. Et au début, je vous demandais s'il y en avait ici qui allaient bientôt partir sur la route. La vraie question pour moi, ça va être, est-ce que vous êtes prêt à être seul avec vous-même, même en étant en couple? C'est une question qui est intéressante à se poser. Et moi, si on me reposait cette question de est-ce que je fuis ou est-ce qu'il y a quelque chose qui m'appelle vraiment dans la van life, aujourd'hui, avec le recul, je dirais que peu importe en fait, peu importe les raisons pour lesquelles on part. Pour moi, l'essentiel, c'est ce qu'on fait du voyage, ce qu'on apprend sur nous-mêmes, la façon dont on ose enfin se regarder en face. Et peut-être que finalement partir, c'est un petit peu des deux. On va faire quelque chose pour vivre autre chose. Peut-être qu'on peut avoir une envie profonde de fuir. La boucle, elle est bouclée. Et parfois, c'est en cherchant à s'éloigner de tout que finalement, on va finir par se retrouver soi-même. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Là, ça fait 1 heure que j'ai parlé. Normalement, c'était 1 heure, mais en fait, on a tout le temps. S'il y en a qui veulent rester, qui veulent faire un question-réponse, ou qui veulent témoigner, ou qui veulent juste continuer la discussion, ou entamer une discussion en tout cas, c'est le moment pour ceux qui veulent. Vous décidez comment on fait quoi? Étant donné que je dirais 80% de notre relation, j'allais pas forcément bien. C'est elle qui a beaucoup porté. Donc moi, j'arrivais pas à prendre de décision. On n'avait pas la même façon de voyager non plus. Moi, je vivais en van, là où pour elle, être en van, c'était plutôt voyager. Donc moi, ça me dérangeait pas d'être posé, de rester 1 semaine au même endroit. Elle avait envie de voir du paysage et que ce soit vivant et dynamique. Donc on communiquait beaucoup. On a énormément communiqué. Elle m'a appris à communiquer. On réfléchissait pendant longtemps, on disait ce qu'on avait envie et puis on se mettait d'accord. Mais on n'avait pas une façon bien précise de décider qu'est-ce qu'on fait quoi, dans quel ordre est-ce qu'on va. On s'entendait plutôt bien. On n'avait pas de souci à se dire ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, et puis on construisait ensemble. Et c'était assez fluide. C'est vrai que si on part à 2, c'est important de s'entendre sur la façon de voyager avant de partir pour être sûr qu'on est raccord sur ok, on va partir, et si après 2 jours en fait on fait que s'engueuler, ça va être compliqué. Donc oui, pour moi c'est la communication. Parfois lâcher prise aussi. Ce truc c'est la FOMO dont je parlais, peur de passer à côté, parce qu'il y en a un qui a envie de quelque chose, l'autre qui a envie d'autre chose. C'est pas grave si on fait pas tout, on peut avoir des compromis. 1 fois sur 2, c'est moi qui décide, 1 fois sur 2, c'est toi. C'est un peu à chacun de trouver, je pense. En tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui je fonctionnerai. Est-ce que ça répond à la question? Ok. Parce que j'entends pas forcément bien, j'ai pas tout entendu, mais ça avait l'air d'être ça. Okay. Oui. Est-ce que pendant notre voyage, vous aviez un pied-à-terre? Non. Je pouvais rentrer chez ma maman en Ariège si je voulais, mais elle est toujours réunionnaise et du coup on allait souvent à La Réunion, là où elle avait sa famille, elle a fini par acheter un appartement là-bas, donc on avait un pied-à-terre là-bas. Et ici en métropole, non. On n'a pas ce confort-là si on en a marre de se poser quelque part pendant 1 mois, non. Ou alors il faut trouver un endroit où on pourrait rester pendant 1 mois, mais on n'avait pas ça, non. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas ça. Je suis dans le van et puis je fais de spot en spot. Ça fait partie des charges mentales aussi au quotidien. Pendant toute la période où j'étais en dépression dans le van, c'était une charge mentale de me dire où est-ce que je vais, parce que j'ai envie d'aller nulle part. En fait, je suis bien ici. Après, on passe vite pour un squatter. Il y a ce truc de je vais pas rester 2 semaines sur le même spot parce que déjà j'ai un gros camion rouge, donc on sait que c'est moi. Il y a un endroit où le fameux parking de cimetière, à chaque fois que je viens à Bruxelles, j'y vais souvent. Les ouvriers communaux, ils finissent par me repérer, ils savent que c'est toujours la même personne qui revient. Et j'essaye de faire très attention à l'image que je laisse de la van life, enfin de tout ça. J'ai pas envie de juste arriver avec mes gros sabots et profiter de l'espace. Donc j'essaye de trouver un truc qui moi me convient, où je me dis je vais jamais rester plus d'1 semaine au même endroit. Et je vais bouger et puis je vais peut-être revenir la semaine suivante. Voilà, c'est une façon qui est plus confortable pour moi de gérer ça. Ça répond à la question? Super. Ouais.
Ok, est-ce que tu envisages de visiter des projets ou des endroits, des communautés qui sont depuis plus longtemps? Ça me tétanise. Au niveau juste socialement, ça me tétanise. J'aimerais bien. Et j'ai déjà regardé sur Internet. En fait, je pense que si j'ai un ami qui me dit viens, on va à deux vivre ça, j'ai besoin d'une sécurité émotionnelle en fait. J'ai besoin d'avoir... quand j'étais à ce fameux festival dont j'ai parlé, en fait, je sais pas si j'ai fait une crise d'angoisse, mais c'est possible sans que je me rende compte, juste tellement j'étais pas bien au milieu de tous ces gens et de me sentir totalement isolé. J'ai pas eu la sécurité émotionnelle dont j'aurais eu besoin. Et c'est pour ça que je l'ai tellement mal vécu et qu'après coup, ça a été compliqué aussi. Et pareil avec Karen pour plein de choses, en fait. Par exemple, pour trouver un psy, je lui disais, mais trouve-moi un psy. Juste, prends le rendez-vous pour moi et là, je veux bien le faire. Mais moi, prendre le téléphone, déjà, rien que ça m'angoisse. Donc, c'est purement des blocages. C'est des blocages. Mais j'aimerais bien, ouais. J'ai peur de la prise, de me sentir soit pris en otage, soit que ça me convienne pas. Et de me sentir bloqué. Moi, quand il y a quelque chose qui me convient pas, tout le monde le sait, ça se voit sur mon visage. Il y a quelque chose qui est dur, qui est renfermé. Et du coup, c'est compliqué pour moi. Mais je pense que là, en allant mieux, par exemple, j'envisage plus facilement. C'est vraiment ce truc, comme je le disais, en fait, quand on va mal, on est très centré sur soi, on a difficile à s'ouvrir au monde. Et donc moi, si je vais pas bien, que je suis en pleine dépression, que je me dis tiens, je vais aller faire du workaway quelque part, je vais arriver le premier jour, je fais coucou. Alors moi, je suis en pleine dépression, je veux que ce soit entendu pour me sentir en sécurité, mais jamais j'oserais faire ça parce que ça pose quelque chose de, je sais pas, ça me fait peur. Ouais. In fine, maintenant, j'ai vécu tout ça, il y a quand même plusieurs positifs que négatifs. Alors après, on pourrait... moi, j'adore ce genre de réflexion, mais on pourrait débattre une nuit entière, enfin une journée, longtemps, sur la notion de positif et de négatif. Mais en fait, comme je le dis, j'ai aucun regret. Même si ça a été extrêmement dur, j'ai aucun regret parce que ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. En fait, le but, c'est pas de tout enfuir et de trouver le truc parfait qui fait qu'on va se sentir bien, parce qu'on est obligé de passer par cette étape de réflexion, d'aller creuser tout ce qui va pas et tout ça pour finalement se sentir en paix avec nous-mêmes. Je vais plutôt traduire ça, hein. Il y a eu plus de moments où je me sentais pas bien que de moments où je me sentais vraiment épanoui. Mais au global, pour moi, même tout ce qu'il y a de plus négatif amène à quelque chose de positif sur le long terme. Mais moi, la question que je me poserais plutôt, c'est est-ce qu'il y a une projection, est-ce qu'il y a un espoir que ça arrange tous les problèmes ? Que ce soit une solution qui va résoudre les problèmes ou pas? En tout cas, ça fait partie d'un de mes buts qu'il fallait que je me crée, ça c'est clair. Disons, ça je veux le concrétiser, et c'est parti de notre revenu. Mais je ne vais pas délibérer là-dessus, mais j'avais envie de savoir ça par rapport à toi. Et en tout cas, je voulais en faire une chose ici, te féliciter, parce que franchement, dans toutes les conférences que j'ai entendues ici, et tous les débats que j'ai entendus, c'est un des plus beaux, et un des plus beaux témoignages. C'est pas pourtant censé, hein. Mais vraiment, c'est ce que j'avais envie d'entendre moi, et je parle pour moi ici. Et en tout cas, merci, ça m'a apporté quelque chose. Voilà. Merci. Ça me touche très fort, je me retiens un peu de... Ça me touche vraiment fort, merci. Ouais. Est-ce que tu étais vivement en dépression avant de partir, c'est le fait vraiment dans la live et ce que te manquait qui t'a mis en dépression? Je pense que peu importe ce que j'aurais fait, ça m'aurait rattrapé à un moment donné. Comme tu disais, c'était sur ton siège passage. Ouais. Ça t'a accompagné. Ouais. En fait, c'est toujours là, c'est toujours présent, tant qu'on n'y a pas été confronté. Pour répondre à la question, en fait, il y a une question de temporalité. Si j'avais fait autre chose, au niveau de la temporalité, les choses auraient peut-être été radicalement différentes et j'aurais été épanoui pendant quelques années. Et peut-être que la rupture que j'aurais eue à 45 ans, elle m'aurait complètement plombé. Et ça se serait passé à ce moment-là. Donc il y a une question de temporalité là-dedans, je pense. Je dirais pas que c'est la van life qui m'a... En fait, je le disais déjà au début, dans le sens où je pouvais être dans mon appart à Bruxelles et déjà avoir ce truc de vide et de si je travaille pas, je trouve pas de sens, je suis pas motivé à travailler. J'ai eu une étape un peu tampon de je découvre la van life, il y a un amour naissant, je suis stimulé, et puis en fait ça finit par me rattraper, parce que c'est là. Parce que je suis comme ça, entre guillemets, et que j'ai pas encore résolu tout ça. Donc voilà. Moi, je pense qu'il y a cette question de temporalité, en fait. Est-ce que ça répond à la question, du coup? Ouais. Super. J'ai l'impression que le fil conducteur, c'est la validation. Parce que tu parlais, quand tu disais, du théâtre. D'accord. Voilà.
C'était pas ça, la validation des collègues. Euh, Les collègues avaient besoin de valider, de faire du feedback qui était positif. Est-ce que tu peux répéter la question du coup en... Vu que ton activité est plutôt spectaculaire, Oui. tu as besoin de validation de l'activité du travail. Oui. On retrouve dans les relations symbiotiques aussi. Oui. Ouais. Valide, elles sont fiables, elles sont solides. Ouais. Est-ce qu'on t'a expliqué ce que tu voulais chercher à valider? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu arrives à t'auto-valider? Oui. Ouais. Et ça fait du bien. Ah, ça fait beaucoup de bien. Ça, c'est très pertinent, parce que Ouais. parce que faire du théâtre, c'est vouloir. Je ne fais pas de théâtre, j'étais technicien. Et je sais que j'en fais parce que j'ai besoin de me valoriser par rapport à ça. Oui. En fait, j'ai un exemple tout con, mais juste le fait d'avoir une chaîne YouTube de base, le fait d'être comédien de base, le fait de se montrer en public raconte beaucoup de la personne qui le fait. Si c'était juste pour le kiff, alors il n'y a pas forcément besoin de se mettre en avant, on peut le faire pour d'autres personnes, peut-être voilà. Donc, pardon, je vous ai coupé et du coup, je sais pas où je vais avec ça, donc... C'est en fait, je disais simplement que c'était le besoin d'être reconnu. Ah oui. C'est effectivement le grand paradoxe avec la solitude et l'isolement dont tu parlais. Ouais. Ce besoin d'être reconnu, une reconnaissance, et le théâtre, évidemment. Oui. Tous les acteurs, tous les... Ce sont des personnes très blessées. C'est ça aussi. Ouais. C'est le besoin d'être reconnu. C'est de se nourrir de quelque chose pour venir compenser un manque. C'est une forme d'égocentrisme, et c'est une forme d'artitisme, quelque part. Ouais. Positif, entre guillemets, mais c'est ça. C'est quand il y a, je pense, in fine, un problème intérieur où on ne se sent pas suffisamment reconnu ou écouté. Parce que le sens de l'écoute, c'est toujours effectivement. Oui, alors pour ça, je recommande la communication non violente. C'est un outil incroyable, vraiment. J'ai fait une formation de 7 jours en présentiel sur cette question-là et on a eu un exercice où il y avait une personne qui était au centre et on avait un genre de scénario où la personne, elle annonçait qu'elle venait de se faire virer. Et il y avait la formatrice derrière qui avait une pancarte en disant, je me souviens plus précisément de ce qu'il y avait, mais c'était de la compassion. Et donc là, nous, on était là en train de compatir face à la nouvelle. Et puis elle prenait une autre pancarte, donner des conseils. Et du coup, là, on est tous en train de donner des conseils. Et puis une autre pancarte, voilà, je vais pas tous les faire, je m'en souviens pas. Et puis à chaque fois, on demandait à la personne au centre, est-ce que là, tu t'es senti écouté? Il était juste là, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a rien qui l'a soulagé là-dedans. Il y a un truc que j'ai pas dit que je voulais rajouter, je l'ai noté dans ma to-do list, je l'ai oublié. C'est que moi, au plus je me forme sur ces outils-là, au plus je deviens exigeant avec les gens parce que du coup j'ai cette conscience-là et très vite je sens assez vite si ça va être intéressant selon mon point, enfin si ça va être intéressant pour moi ou pas. Et très vite ça peut me fermer parce que tout de suite je sens qu'il n'y a pas la place à. Mais par contre ça a créé une forme d'empathie aussi. J'ai travaillé aussi avec mon psy où il y a des personnes qui peuvent entre guillemets me taper sur le système, d'en prendre conscience, de faire cet exercice, de fermer les yeux et de respirer un coup et d'être en compassion face à cette personne qui elle est en souffrance. Et que c'est pour ça qu'elle a ce besoin d'attention. Et instantanément, j'ai un souvenir très clair de ce moment-là où tout à coup, j'ai regardé la personne et ça s'était complètement débloqué et je l'écoutais et je prenais du plaisir à l'écouter et à sentir que ça lui faisait du bien aussi. En fait, il n'y a pas de règles. En fait, on se met une pression, on étudie quelque chose et on se dit, voilà, j'ai appris l'outil, c'est comme ça qu'il faut l'appliquer et du coup, je l'applique de façon scolaire. En me disant, c'est comme ça que j'ai appris, j'essaye de le faire, c'est censé fonctionner, vu qu'on m'a dit que tout de suite, ça débloquait plein de choses. Moi, aujourd'hui, je dis pas que je fais de la CNV, mais par contre, je le fais à ma façon. Il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui me parlent pas. Avec Karen, parce que c'est elle qui m'a branché là-dessus, mais on pouvait passer 3 heures à débattre sur des trucs où elle me parle de la CNV et je suis en confrontation parce que je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, si à un moment donné, je suis en conflit avec quelqu'un, je veux m'autoriser à me mettre en colère et de me dire que ça fait du bien, ça libère des émotions. Et en CNV, on va jamais reprocher à quelqu'un de s'être énervé ou d'être. Il y a pas de règles. Et en fait, la CNV, c'est pas quelque chose qu'on impose à l'autre. On le fait pour soi, on le fait pas pour l'autre. Puis il y a des gens avec qui ça prend, des gens avec qui ça prend pas. Mais la personne en face n'est pas obligée de comprendre qu'on fait de la CNV. C'est juste une nouvelle façon de communiquer qui nous fait du bien à nous. Et on a l'outil pour écouter réellement les gens qui sont dans le besoin. Et qui après, coup, ils vont se dire. Ah, c'est marrant, ça m'a fait du bien la façon dont tu m'as écouté, je sais pas pourquoi, mais je me sens beaucoup mieux. Mais toi, tu sais pourquoi. Et c'est là où c'est... J'acquiesce complètement. En fait, réagir et écouter l'autre, ça apporte plus à l'autre. Oui. Des conversations ressemblent plus à 2 monologues qu'à un dialogue. Ouais. Quand on écoute autour de soi, c'est souvent le cas.
Donc l'écoute est hyper importante. Ouais. Oui. D'abord, je voulais, comme les autres, te féliciter pour ta présentation et pour le courage aussi de parler de ces choses-là. Ça m'a beaucoup pris. Mais je voulais revenir sur la van life aussi, parce que j'ai un peu le sentiment dans les discussions ici que c'est soit on vit une vie citadine, soit on part, on est chouchou et on est en... Alors moi j'ai un van depuis 3 ans, mais j'ai aussi 3 enfants qui sont entre 16 et 21 ans. J'en garde un dernier et je ne peux pas me permettre de partir comme ça avec mon van. En fait, d'une certaine manière, c'est une chance, parce que ça me permet de tester la van life à mon rythme, pour savoir si un jour, peut-être, je vais aller vers ça. Parce que parfois, on a cette impression même dans un boulot, il faut tout lâcher, aller élever des chefs dans le Larzac. Alors qu'en fait, non, je le vis de 2 manières, parce qu'il y a la van life vacances avec mes enfants, et puis il y a la van life seule pendant l'année quand j'ai du temps. Et ça me permet de découvrir aussi que c'est très très différent en termes de dynamique. J'ai vécu un moment où j'étais très malade, moins de chez moi. Et donc ça me permet de voir, parce que vraiment je me projette dans ça plus tard, parce que je suis beaucoup un mix de drogue et tout ça. Donc voilà, je voulais un peu démystifier les trucs. On se barre, parce que j'ai l'impression que dans on se barre, il y a quelque chose de violent, une rupture, parce qu'il y a quelque chose qui fait mal et qu'on veut absolument aller vers autre chose qui va tout résoudre et qui va faire mal. Alors que on n'est pas forcément bien, si on se porte pas tous ces problèmes à l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi une partie de... On est influencé par beaucoup de choses. Moi, j'ai vu Florent de Ma Vie en Van qui a tout plaqué pour vivre dans son truc. Je me suis identifié à ça, je me suis dit, j'ai l'impression que... Et j'ai pas réfléchi à la façon dont moi j'allais le faire, j'ai entre guillemets copié. Enfin, il y a eu de la réflexion quand même, mais j'ai été inspiré. Je dirais plutôt inspiré plutôt qu'influencé. Mais du coup, il y a cette image de tout plaquer pour partir vivre sur les routes. Et du coup, parfois, on le prend juste tel quel, mais chacun, oui, l'applique à sa façon et le fait comme... Oui. En fait, quand je marche comme ça pendant un certain temps, à partir d'un moment, j'ai toujours un besoin en fait, de revenir à ma communauté. Ouais. Parce que ce besoin d'appartenance dont tu as parlé, il est super important. Moi, j'ai la chance d'être en groupe de la gymnastique et c'est important pour moi. Je peux le quitter un certain temps, mais il y a un moment où j'ai besoin de revenir à mon groupe parce que j'adore être tout seul, mais il y a un moment. Je ne sais pas si un jour je fais vraiment une soirée où je fais tout le monde. Oui. Il y a une chose qui m'a frappé tout au début de votre intervention, je voulais expliquer le travail dans le spectacle. Quand vous n'avez pas de travail, vous vous sentez vide parce que vous regardez l'autre. Ouais. Et en fait, vous êtes parti en bas et vous avez fait des vidéos. C'était aussi pour vivre aux yeux des autres, puisque vous envoyez toujours les vidéos. J'ai l'impression, je peux me tromper, que vous n'étiez pas parti pour vous-même, mais pour avoir une nouvelle communauté avec qui que... Il y a 2 choses. Alors oui, c'est vrai. J'ai toujours eu besoin de montrer ce que je faisais pour avoir ce truc de validation. Mais même avant, même depuis que j'ai 16 ans et que Facebook est arrivé et que on commençait à montrer moi je montrais tout ce que je faisais pour avoir ce retour et une façon d'exister aussi. Parce que moi j'ai un peu grandi dans un sentiment d'isolement. C'est pour briser la glace, de dire j'ai fait ça, il y a peut-être des gens qui vont venir vers moi et ça va ouvrir l'opportunité à une rencontre basé sur quelque chose que j'ai fait et du coup je me sens en confiance. Voilà, c'est tout un processus psychologique. Donc oui, et effectivement faire des vidéos YouTube, j'ai découvert YouTube peut-être 1 an avant. Je connaissais pas l'univers YouTube et ça m'a plu. Et ce que je disais à ce moment-là, et ça reste vrai, c'est que j'avais envie de garder une main sur la technique et de faire de la technique en étant en voyage. D'avoir mon truc que j'aime bien faire, où je me sens compétent. Je me souviens plus des 2 autres trucs parce que je suis pas concentré dessus, mais alors, et avant de partir, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire sur les routes à longueur de journée? Je vais pas faire de la rando tout le temps. Et moi, je suis très ordinateur, je suis accro à mon ordi et à mon téléphone, et je me suis dit mais faire du montage vidéo, moi je peux rester 1 semaine dans mon van s'il pleut. Moi, je me sens bien quand il pleut et que je suis en van. C'est une bonne excuse pour être sur mon ordinateur. Et là, je peux faire du montage vidéo pendant des heures et des heures. Aujourd'hui, c'est plus ça qui m'anime. Mais il y a eu ce truc de garder une main sur la technique. Et si en plus je peux le montrer à tout le monde et avoir un truc de validation, c'est pour ça que je suis perfectionniste aussi. J'ai un peu lâché ça, mais j'ai toujours eu ce truc très perfectionniste parce que je me protège aussi des critiques que je pourrais recevoir. Donc je veux que ce soit parfait pour qu'on me critique le moins possible et pour avoir que de la validation positive. Donc oui, ça m'a toujours poursuivi ce truc de devoir montrer ce que je fais et qu'on soit fier de moi et qu'on me dise que c'est bien. La question que je me suis posée, c'est pas l'échec, enfin l'échec en quelque sorte de ce voyage en van qui a provoqué une dépression, si je comprends bien. Non, parce qu'il n'y avait pas d'échec. Ça aurait été la même chose si j'étais resté en appartement à Bruxelles. Et j'avais pas un sentiment d'échec. Je me suis pas dit, je me suis lancé dans ce projet-là et j'ai raté. Non, je me suis juste dit, j'ai fait mon projet, c'est cool, mais je
sens que ça revient. Et puis du coup, la rupture a renforcé ça, mais en fois 40 millions. Ça a été vraiment très violent. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu faire du travail de fond, du vrai travail de fond. Quand je me projetais, je me suis dit, ça va être super, je vais avoir tout le temps que je veux et je vais faire ce truc de retraite. Et puis, une fois que j'y étais, en fait, j'étais sur mon ordi. Enfin, y a ce truc où mes habitudes de vie, ma façon de fonctionner étaient la même. Et je l'ai déplacé de mon appartement à un van. Et donc, il y a des paramètres qui changent, mais je suis la même personne. Et donc, j'ai les mêmes réflexes et j'ai la même façon de vivre, mais qui est adaptée. Du coup, oui, j'ai pas eu ce truc initiatique, j'ai pas eu Enfin, si, au final, si, le parcours fait que, mais je l'ai pas fait consciemment. La fuite dont tu parlais, je trouvais ça beau qu'au final, tu as été te confronter, tu es resté dedans au lieu de la vraie fuite. Là, ça aurait été de revenir et de reprendre un peu. Ouais. Ce qui se passe aussi, ça me fait penser à un truc, c'est que quand on va pas bien, c'est difficile de prendre des grosses décisions. Et du coup, je me suis dit, en fait, je pourrais revenir à Bruxelles, rebosser comme je le faisais avant. Je suis sûr que j'aurais pu trouver du boulot et facilement, ça aurait pu. Mais c'est une grosse décision à prendre et j'avais pas l'espace mental pour faire une décision. J'ai une proposition d'emploi pour un truc, mais je me suis pris la tête pendant 2 semaines pour finalement dire en fait non. Et c'est comme ça pour tout. Et c'est pour ça que même lancer un projet, j'avais envie de lancer un projet, j'ai essayé de lancer des projets, mais tout prend 15 fois plus d'énergie à faire, alors que t'en parles à quelqu'un, il va dire mais t'as qu'à faire ça. Et je suis en mode en fait c'est plus compliqué que ça. Non mais regarde, c'est simple, tu fais ça, tu fais ça. Oui, mais non, enfin je sais pas, il faut le temps, il faut que je réfléchisse. Donc me réinstaller à Bruxelles, j'y ai pensé, je l'ai considéré. Je crois que j'ai eu peur de devoir me justifier. Et je crois que j'avais peur aussi de revoir des gens et qui me disent ah bah du coup c'était pas si bien que ça. Ou, en fait je me protège de façon excessive de ce genre de choses. Mais c'est une construction mentale parce que dans la réalité, les gens sont plus gentils qu'on ne le pense. C'est une constatation que je fais, mais les blocages sont quand même toujours là. C'est fascinant, c'est passionnant, mais putain, c'est lourd. Ça prend de l'énergie aussi. Donc, ouais. Gano, qu'est-ce que c'est? T'en as parlé tout à l'heure. Oui. Ils sont développés. C'est quoi? C'est Diani et Chloé qui sont juste là derrière, qui ont développé... en fait, c'est une plateforme de mise en relation de voyageurs. Imaginons que je parte en voyage là en Norvège. Je suis en plein milieu de la Norvège. Je me sens seul. Je vais sur l'application et je peux voir qu'il y a des Français qui sont dans un rayon de 50 km. Et je peux leur envoyer un message en disant « Ah bah je suis là, est-ce qu'on se prend l'apéro? Est-ce qu'on va faire une rando ensemble ?» On se retrouve en voyage en étant sur des spots. On peut être sur un spot et il peut y avoir un autre spot à 10 km de là, mais jamais on sait qu'il y a des gens là qui pourraient potentiellement devenir des amis. Et le but de l'appli, c'est de pouvoir voir ça et de du coup rentrer en relation. C'est pour faciliter le premier contact, la mise en relation, vraiment. Et la conférence ici, elle se fait en partenariat avec le festival et Vagano. Et moi, en tant qu'ambassadeur Vagano, j'avais envie de parler de ça parce que c'est fort en lien avec la solitude. Parfois, en voyage, c'est frustrant parce que, par exemple, en Écosse, on roule pour aller quelque part et on peut croiser des Français en face et on se dit « Ah, ils avaient l'air cool !» On n'a aucun moyen de les retrouver, de les contacter. Et avec un peu de chance, ils sont sur l'appli et en fait, on peut se retrouver et se dire « Ah, ben c'est marrant, on s'est croisés, maintenant on se rencontre. » Voilà, c'est tout ça. J'avais pas envie que ce soit pris comme une façon de faire une publicité un peu agressive en mode en fait tout ça c'est juste pour ça. Alors que je me suis déjà pris des commentaires comme ça et en fait c'est chiant parce qu'on ne voit pas du coup tout le travail qu'il y a autour. On se concentre sur ah il fait ça pour l'argent ou pour le placement de produits. En fait j'ai travaillé sur tout le reste. Et donc encore une fois je me protège de ce genre de retour et donc j'avais pas envie de m'éterniser dessus. Et puis pour ceux qui veulent et qui ont entendu et qui se sont dit « Ah tiens, ça a l'air intéressant, mais j'ai pas tout compris », ben en fait on a un stand juste là-bas et on peut en discuter et puis voilà. Et comme ça prend pas trop de place sur le sujet de la santé mentale. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci.